Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire de début d'après-midi. Hein, d'habitude, c'est le vendredi en fin de matinée. Là, on a changé un peu nos habitudes pour pas rester vieux. Voilà. Donc, je suis avec Louis de Montalembert. On va vous parler aujourd'hui de notre fonds SAM Cloud Révolution. On va revenir sur tous ces éléments qui sont extrêmement important et vous donner un petit peu notre vision aussi sur ce qui se passe aujourd'hui sur la partie techno globalement pour vous ayez une vision à peu près globale. Et puis après, on va bien évidemment rentrer dans le cœur du réacteur de finalement comment fonctionne cet univers du cloud, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on peut en attendre, comment ça marche, et puis d'essayer de se donner aussi un peu de perspective parce que c'est aussi ça qui est important dans notre univers de marché financier. Alors, vous connaissez la formule, hein, vous avez un onglet questions en bas à droite avec un point d'interrogation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je les relayerai, moi, Louis, tout au long de la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis, si toutefois on n'a pas réussi à répondre à l'ensemble des demandes, on le refera un temps numéro 2 avec Paul ou moi. On n'hésitera pas à vous rappeler pour faire le point sur les sujets qu'on n'aurait pas eu le temps de traiter. Juste rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais j'imagine qu'il y en a assez peu, Sony, c'est une société de gestion totalement indépendante, voilà, qu'on a créée en décembre 2008 avec un premier fonds en 2011. Ça gère un peu plus d'1,3 milliard d'euros aujourd'hui, une indépendance qui est toujours là et c'est extrêmement important pour nous d'être très indépendants. On fait plein de choses aujourd'hui, on est capable de faire de notre ADN historique de la gestion obligataire, de la gestion action, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de la gestion diversifiée, une très très grosse expertise sur la gestion sur mesure. Ça, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, ce sera l'occasion de notre prochain webinaire certainement. On passera un peu de temps pour expliquer finalement comment on peut, dans cet environnement qui est de plus en plus complexe, de plus en plus difficile à lire, comment on peut vous apporter notre aide pour gérer à la fois des mandats pour certains de vos clients, pour gérer des fonds dédiés. En tout cas, la gestion sur mesure prend de plus en plus de place et il se trouve aujourd'hui que chez Sony, on a de plus en plus d'expertise. Louis en fait partie dans les dernières expertises qu'on a intégrées aujourd'hui chez Sony, mais une expertise sur les actions américaines, une grosse expertise sur l'obligataire, une expertise sur les actions européennes qui va même s'enrichir au cours des prochains mois. Donc l'ensemble des expertises sur la gestion d'actifs, on les a aujourd'hui. Après, on a Anouchka chez nous qui est la chef d'orchestre pour mettre tout ça en musique et pour faire coller ça aussi à ce que vous pourriez rechercher. Donc, on va pas faire le webinaire là-dessus aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais en tout cas, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, sur lequel on peut faire beaucoup de choses. Donc, on ne manquera pas de revenir vers vous sur ce sujet-là, qui est un sujet extrêmement important. Donc, voilà un petit peu pour les quelques métriques Sony. Alors, les actions chez Sony, c'est quoi aujourd'hui? Un fonds PEA, PME historique qui s'appelle Sony Manager, avec des performances plutôt de très bonne qualité. On ne va pas en parler maintenant. Un fonds multicap qui est la meilleure performance des fonds de Sony cette année. Voilà, donc un fonds multicap européenne qui a très bien fonctionné, géré par Eric Rollier, le patron de la gestion. Un fonds US dont on a déjà l'occasion de faire un webinaire, Sony North America, géré par Eric Lafrenière, qui fonctionne très bien aussi depuis le début de l'année avec une vraie expertise et un vrai sujet un peu différenciant de ce qu'on peut trouver sur certains autres fonds US. Et puis SAM Cloud Révolution, notre sujet techno et logiciel dont on va parler maintenant, à l'initiative de Louis. Donc Louis, plutôt que de faire de grands discours, je vais te laisser la parole. Ce sera bien plus intéressant que ce que je vais y raconter moi. Tu vas raconter vite fait ta vie, ton œuvre, et puis après on va rentrer en se relevant les manches pour mettre un peu les mains dans le moteur, pour voir un peu ce qu'il y a dans cet univers du cloud, comment ça marche et ce qu'on peut en attendre. Voilà. Merci Christophe, bonjour à tous. Donc Louis de Montalembert, moi j'ai fondé une société de gestion qui s'appelle Pléiade Asset Management qui a décidé de s'adosser à Sony pour avoir des grandes ambitions dans la technologie. Avant ça, j'ai fait du private equity. En fait, j'investis dans le logiciel depuis le début des années 2000. J'ai même été président du conseil de surveillance de Divalto, qui est un éditeur de RP leader en France pour les PME. Je suis toujours membre du conseil de surveillance. J'ai même présidé le conseil de surveillance d'un labo de recherche en IA que j'avais financé dans le cadre de Pléiade AM à l'époque où on visait ni plus ni moins à faire que ce que fait ChatGPT aujourd'hui, mais c'était probablement beaucoup trop ambitieux pour eux. Mais ça nous a donné, avec l'équipe qui a rejoint Sony AM en début d'année, un vrai savoir-faire et on a une volonté avec Christophe de développer ce savoir-faire, éventuellement avec des ajouts de nouvelles compétences pour vraiment créer une practice tech telle qu'il n'en existe pas à Paris aujourd'hui. Alors, l'idée de la thématique, c'est une manière de regarder la technologie. Nous, on pense que la clé de la technologie, c'est une infrastructure qu'on appelle le cloud. Et le cloud permet au logiciel de manger le monde. Et ça, c'est pas une citation de moi. Je reprends une citation d'un des plus grands venture capitalistes américains qui s'appelle Marc Andreessen. Et donc, toute notre thématique est sur cette possibilité donnée par le cloud au logiciel de s'insinuer dans des pans entiers de l'économie dans lesquels il n'était pas présent.
Alors voilà comment est-ce qu'on se représente le cloud. Donc le cloud, c'est à l'origine, c'est ce qu'on appelle ici dans la couche infrastructure as a service. L'infrastructure, c'est à l'origine trois grands groupes d'Internet qui sont Google, AWS et Microsoft, qui ont développé un réseau de data centers mondial pour pouvoir opérer leurs propres données de manière décentralisée. Et à la fin des années 2000, ils se sont dit, bon, ben, on va ouvrir cette infrastructure à des tiers. Et ça a donné lieu à la naissance du cloud tel qu'on le connaît aujourd'hui et surtout l'émergence de toute une classe de sociétés, de logiciels software as a service, depuis les logiciels d'infrastructure, ce qu'on voit juste au-dessus, tout ce qui est base de données, data lake, data warehouse et tout ce type de logiciels, tout ce qui est évidemment cybersécurité, et puis au-dessus, les applicatifs, que ce soit des applicatifs back-office comme le CRM, un Salesforce ou un HubSpot que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, ou bien des applicatifs métiers qui visent à satisfaire un besoin d'une fonctionnalité particulière dans un métier spécifique. En fait, ce qui nous intéresse dans cette pyramide, c'est plutôt le haut de la pyramide aujourd'hui parce que, d'une part, ce sont des chiffres d'affaires qui sont 100% récurrent. Et quand je dis 100% récurrent, c'est qu'en fait, le SaaS a donné lieu à l'émergence d'une nouvelle manière de consommer le logiciel. Autrefois, on achetait une licence, on l'installait sur son serveur. Aujourd'hui, on consomme par abonnement un logiciel auquel on accède par Internet. Et qui dit abonnement dit en général abonnement payé d'avance jusqu'à 3 ans d'avance. Donc, on est sur quelque chose qui est extrêmement cash génératif et on a une attrition qui est minimale. Donc, les clients, en général, restent très longtemps clients du logiciel parce que le logiciel lui-même est clé dans le workflow de l'entreprise et en même temps, il représente une toute petite part de sa base de coûts. Ce qui fait que ces entreprises logicielles en SaaS créent des nouvelles fonctionnalités qu'ils injectent chaque année dans le cloud, permettent d'élargir le panier moyen de leur clientèle. Et donc, en fait, on a une récurrence en moyenne pour notre portefeuille qui est de 113%. Ce que ça veut dire par là, ça veut dire que le chiffre d'affaires que je fais en année N avec mes clients que j'avais en année N-1 est de 13% supérieur à celui que je faisais l'année précédente. Donc, on a une récurrence qui est extrêmement puissante. Ça veut dire que le 2 janvier, mes commerciaux ne vont pas chercher le premier dollar de chiffre d'affaires. Ils vont même pas chercher le premier pourcentage de croissance. Ils vont chercher le 14e, le 15e. Donc, cette récurrence, le fait qu'on ait peu d'investissements physiques à faire et par conséquent, une génération de trésorerie qui est extrêmement importante et ce qui nous intéresse au premier chef dans le logiciel. Mais il y a un nouvel élément qui est venu se greffer sur la thématique à partir de 2023 et je pense que ça a échappé à personne que la thématique de l'IA générative était au premier chef en 2023 et 2024 occupée par la partie équipement, c'est-à-dire le hardware, ce que j'ai appelé pendant tout ce temps-là l'instant hardware de l'IA générative. En fait, c'est un peu comme l'analogie de la ruée vers l'or où il fallait acheter des vendeurs de pelles et de pioches. Et bien finalement, Nvidia, c'est le vendeur de pelles et de pioches de l'IA générative, c'est-à-dire il vend les puces qui permettent d'entraîner des modèles. Mais la question, une fois qu'on a entraîné ces modèles et qu'on a fait ces grands investissements, c'est comment monétise-t-on l'IA générative. L'IA générative est la révolution technologique de notre génération, mais il y a un moment, il faut qu'elle se monétise. C'est un petit peu comme Internet à la fin des années 2000. Cisco vendait beaucoup de routeurs, c'était formidable, mais il a fallu attendre d'avoir l'élargissement de la bande passante à la fin des années 2000 pour qu'Internet décolle et se monétise. Bon, ici, on est dans une situation où on n'a pas besoin d'avoir une disruption technologique pour pouvoir monétiser. Et donc, on est en phase de monétisation de l'IA générative, on est au tout début. Et cette monétisation, et c'est notre thèse depuis un moment, se fera par le logiciel, parce que les logiciels sont installés dans les entreprises. Et finalement, qu'est-ce qu'un logiciel? Ça n'est jamais qu'une interface homme-machine. Et on sait tous que dans l'usage du logiciel, ce qui coûte cher, c'est l'homme. Et en fait, quand on expérimente l'IA générative, on voit que c'est extrêmement utile pour justement automatiser certaines fonctions de l'homme. Donc, ça améliore encore le retour sur investissement du logiciel et c'est là que vont se capturer les gains de productivité pour les entreprises. Donc, notre thèse à l'origine, c'est la digitalisation des entreprises, donc le cloud B2B, accéléré aujourd'hui par l'IA générative. Ok, c'est vachement intéressant tout ça. Est-ce que on donne, ce serait bien de donner peut-être quelques exemples
pour voir un peu, voilà, quelques applicatifs, de voir un peu comment ça fonctionne. Parce que là, on l'a bien vu, la pyramide qui est extrêmement importante parce que ça permet de bien comprendre l'insinuation de ça dans tous les pans de l'économie dont tu parles. Avec 2-3 exemples, je pense qu'on va encore mieux comprendre l'intérêt de chacune de ces boîtes. Voilà, alors avant de parler de Monday, qui est un des exemples, il y a juste un point, parce que je disais le logiciel va manger le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement que cette infrastructure permet des nouveaux usages du logiciel. Je vous donne un exemple que tout le monde connaît, c'est la signature électronique. Il y a 10 ans, on signait des piles de documents et on voit assez clairement comment ce que le cloud a permis de digitaliser un process qui était analogue, qui était physique. Et donc, c'est ça le mouvement, la révolution digitale dans laquelle on est. Ça n'est pas la vieille révolution digitale du logiciel, c'est vraiment au contraire la logicialisation de beaucoup de fonctions qui étaient physiques avant. Donc, on va parler de quelques entreprises qui sont assez représentatives, même si comme vous avez pu le voir, c'est un monde qui est assez vaste. Monday est une entreprise très intéressante. C'est ce qu'on appelle à l'origine un workOS, c'est-à-dire un logiciel qui permet à des équipes d'organiser le travail de l'équipe pour savoir qui intervient à quel moment. Donc, ils ont commencé par développer ce workOS. Ils sont rentrés ensuite dans le CRM, puis ils ont construit leur base de données qui permet d'avoir le moteur sur lequel ils vont brancher tous les différents modules dont une entreprise pourrait avoir besoin. En fait, nous, on pense que l'ambition de Monday, c'est de devenir un ERP pour PME. Le ERP étant le SAP, si on prend les très grosses entreprises, le progiciel de gestion qui intègre toutes les procédures d'une entreprise. Donc, c'est un workOS ou une entreprise logicielle israélienne qui a une exécution qui est extraordinaire, faisait 78 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2019. 5 ans plus tard, c'est 972 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc, c'est une entreprise extrêmement intéressante, l'une de nos plus grosses convictions du portefeuille. Procore, alors ça, c'est un exemple de comment ce que le logiciel peut arriver à des endroits où il n'était pas là avant, un peu comme la signature électronique. Procore, c'est un logiciel pour les projets de construction qui gère tous les intervenants sur un projet de construction complexe. Il faut savoir que aujourd'hui, quand vous avez un projet de BTP, les interventions des différents acteurs de la construction sont largement gérées par Excel. Et ça conduit, en général, on estime dans le coût de construction à des erreurs qui coûtent entre 3 et 5% du coût de la construction. Et en fait, Procore, c'est une plateforme sur laquelle tous les acteurs peuvent se branchent sur un projet, savent exactement à quel moment ils interviennent, pour quelle mission, et ça gère même les paiements entre les différents acteurs. Donc, c'est un vrai outil d'efficience qui, en plus, intègre aujourd'hui des outils d'IA générative qui facilitent encore et automatisent encore l'utilisation de l'outil pour les parfois plus de 100 intervenants sur un projet de BTP. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que c'est représentatif d'un nouvel outil qui arrive sur un marché qui est largement vierge et qui part à la conquête avec comme seul concurrent quasiment, alors il y a des petits concurrents, mais comme principal concurrent, Excel. Donc, c'est comme un champ vierge qu'il faut conquérir. GitLab, là, on est dans quelque chose qui est un peu plus technologique, on est dans le codage. Et c'est extrêmement intéressant puisque, en fait, l'une de nos thèses, c'est que toutes les entreprises sont appelées à devenir technologiques à un degré ou à un autre. Et pour devenir technologique, il y a effectivement le codage, mais le codage qui devient de plus en plus simple, puisqu'avec l'IA générative, on a des assistants au codage, et on peut même penser que d'ici quelques années, on n'aura plus besoin de coder, il suffira de rentrer un prompt pour dire « je veux une fonction qui fait ça », et l'ordinateur codera lui-même automatiquement. Et en fait, GitLab, c'est une plateforme qui intègre toutes les étapes du codage de A à Z, donc qui est très privilégié par les codeurs. Son grand concurrent, mais je pense qu'elle a des vrais atouts concurrentiels, c'est GitHub, qui est la plateforme de Microsoft. Il faut savoir que GitLab, et ça montre à quel point toutes les entreprises sont appelées à devenir technologiques, son plus gros client, ça n'est pas une entreprise technologique, c'est UBS. Et de la même manière, chez GitHub, ils ont 76% des Fortune 500, c'est-à-dire les Coca et les FedEx de ce monde, qui sont clients de GitHub. Donc ça, c'est vraiment un signal aussi de montrer à quel point la technologie est en train d'envahir tous les process économiques. Un dernier point, l'IA générative, c'est l'un des business cases les mieux prouvés, des cas d'usage les mieux prouvés aujourd'hui, c'est l'automatisation du codage. On a trouvé une étude qui démontrait que en prenant 100 codeurs
auxquels on donnait tous la même mission, la moitié avec un copilote, l'autre moitié sans copilote, c'est-à-dire sans IA générative. Ceux qui avaient le copilote mettaient 1h11 contre 2h47 pour ceux qui n'avaient pas le copilote. C'est un gain de productivité de 56%. C'est colossal. Et ça pour $39 par mois. Donc, c'est un cas d'usage qui est extrêmement passionnant. Ce qui est passionnant, les 3 exemples que tu viens de noter, c'est l'évolution, et tout le monde l'a vu, je leur montre les 3, mais l'évolution du chiffre d'affaires de ces boîtes en l'espace d'une période extrêmement courte de 5 ans. 5 ans. C'est colossal. Et c'est un lieu commun de la plupart de ces boîtes, et la plupart des boîtes du portefeuille sont des boîtes effectivement de croissance, et pour des croissances, mais on a l'impression encore aujourd'hui, et je pense que c'est un lieu commun pour tout le monde, que c'est encore à l'état embryonnaire. Et qu'on n'est qu'au démarrage de quelque chose qui va être une technologie ou des technologies dont on pourra plus se passer. Et il y a un côté, moi, qui me séduit depuis le début dans l'aventure avec lui, c'est ce côté irréversible. Ça, je trouve ça assez passionnant, assez palpitant, et c'est en plus empli de bon sens, parce qu'on se rend bien compte que demain, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà. On ne va pas racheter des machines à écrire, ce n'est pas prévu, et on va continuer de développer et d'accélérer l'ensemble de cette technologie pour en faire des outils, et des outils dont on pourra plus se passer. Et ça, je trouve que c'est un élément qui est absolument formidable et qui permet de se projeter sur une durée plus longue. Alors justement, ça c'est une illustration de ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les entreprises vont devenir de plus en plus technologiques. En fait, là, on vous a mis une entreprise qui est certes une entreprise technologique, mais en fait, en réalité, c'est des taxis, d'accord? Et on vous a mis son stack technologique, c'est-à-dire toutes les entreprises. C'est une quinzaine d'entreprises qui sont ou qui ont été dans le portefeuille, elles sont encore quasi toutes dans le portefeuille, et qui jouent un rôle dans le déploiement du service d'Uber. Ça va de Adyen, qui est un des grands champions technologiques européens dans le paiement, qui assure le paiement des clients, jusqu'à toute la suite de cybersécurité qui va de Cloudflare, qui est du edge computing. En fait, le edge computing, c'est des data centers, des petits data centers en centre-ville pour limiter le temps de latence d'échange des données. D'accord? Donc ça, on comprend que c'est pour pister les différentes voitures, c'est important, jusqu'à Okta, qui est pour l'identification tout simplement des clients. Et puis, quand vous voulez discuter avec votre chauffeur Uber, ça passe par une plateforme comme Twilio ou Cinch, qui est une plateforme d'ailleurs suédoise, Twilio qui est une plateforme américaine. Et puis, dans la gestion de données, vous avez une base de données. Alors là, c'est la nouvelle génération des bases de données. On connaît tous Oracle, qui est quasiment la boîte qui a inventé les bases de données. MongoDB, c'est les bases de données nouvelle génération, c'est-à-dire des bases de données not only SQL, c'est-à-dire qui peuvent lire des données textuelles. Donc, c'est très intéressant, notamment pour le développement de l'IA générative. Elastic, c'est ce qui va permettre tout simplement, c'est le champion de la recherche. Donc, c'est ce qui va vous permettre de trouver votre Uber à proximité de vous. Et c'est une entreprise très intéressante parce qu'elle utilise une technologie qui s'appelle la recherche vectorielle, qui est essentielle dans l'IA générative. Et puis, Datadog, c'est l'observabilité des données. C'est une entreprise aussi intéressante, fondée par des Français aux États-Unis. Et puis, à l'intérieur de la société, il y a des outils de management. Au marketing utilise Braze et HubSpot. Et les outils collaboratifs, je vous ai parlé de Monday tout à l'heure, et Smartsheet, qui est un équivalent un peu différent, qui est américain. Donc, on a 15 entreprises qui, de notre portefeuille, il y a encore plein d'autres boîtes non cotées qui sont dans le stack technologique d'Uber, mais il y a 1 an et demi, j'étais aux États-Unis avec Maxence Debout, qui est mon co-gérant, et on avait assisté à une présentation de John Deere, et John Deere, fabricant de tracteurs, concluait en disant: nous sommes une entreprise technologique qui, il se trouve, fabrique des tracteurs. Alors, on peut trouver ça un petit peu tiré par les cheveux, mais la vérité, c'est que ça traduit le fait que John Deere, dans sa proposition de valeur, ce qui est de plus en plus fondamental, c'est l'usage du cloud pour utiliser des algorithmes qui lui permettent d'optimiser la quantité d'intrants, le parcours de ces tracteurs pour limiter la consommation d'essence, mais c'est même l'optimisation des parcours par rapport à la météo, donc optimiser le jour de parcours. Et tout ça n'est possible que parce que le cloud, c'est-à-dire la capacité du cloud de collecter des grandes quantités de données, de les organiser et d'en générer des signaux qui conduisent à des gains de productivité. Donc, c'est pas seulement une facilité d'usage, c'est en plus la manière d'exploiter ce que l'on appelle la richesse du 21e siècle ou l'or noir du 21e siècle, c'est la donnée. La donnée n'est possible et par conséquent l'IA générative
que parce qu'on a le cloud. Et c'est ça le grand sujet, c'est la donnée. Alors, si la donnée est essentielle, par conséquent, la cloudification, comme disait Christophe tout à l'heure, elle est inéluctable. D'accord ? C'était que 17% des dépenses des entreprises en 2022 et d'après des dépenses IT des entreprises, 3% en 2010 et d'après Gartner, ça sera 36% en 2030, ce qui veut dire une croissance moyenne par an de 17%. Donc c'est quand même super d'être soutenu par un cycle aussi puissant que celui-là, 17% par an à horizon 2030. Et à horizon 2030, ça veut dire que on n'aura fait que 36% du chemin parce que le cloud est à l'informatique ce que la navigation à moteur est à la navigation à voile. Il faut comprendre que tout sera cloud demain. Alors quand je dis tout sera cloud, ça ne veut pas dire que tout sera sur le cloud public tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire que les grandes banques mettraient leurs données clients sur AWS. Non, le cloud peut être aussi un cloud privé. En fait, le cloud, c'est une manière de consommer ces données, qu'elles fussent à New York ou à Tokyo ou à Paris. Avant, quand elles étaient à New York, Paris ou Tokyo, elles étaient dans des silos. Le cloud, c'est un système opératif qui permet justement de connecter tous les data centers et d'exploiter les données de manière centralisée sur une infrastructure qui est décentralisée. Donc là, tout de suite, on comprend que c'est évident qu'on va tous, à un moment ou l'autre, avoir tous les applicatifs et toutes nos données sur un cloud, quel qu'il soit. Donc, c'est une thématique des 10, 15, 20 prochaines années. Alors, ça démontre qu'on est vraiment au tout début. En fait, ce tableau qui est peut-être un peu cryptique montre le graphe à gauche, le nombre d'entreprises cotées du cloud. Il n'y en avait que 24 en 2012. Fin 2022, il y en avait 102. Aujourd'hui, il y en a un peu plus. Mais surtout, en fait, les 25 plus grosses sociétés logicielles cotées représentent plus de 80% de la consommation du cloud aujourd'hui. Et en fait, on n'est pas dans une logique de winner takes all. Il faut comprendre que, en fait, chaque logiciel qui adresse différents usages a sa spécificité et c'est pas Microsoft qui va s'occuper de tous les logiciels du monde. Donc, on n'est pas dans un winner takes all. Ça dit juste qu'on est au début du déploiement. Il n'y a encore que quelques entreprises qui sont cotées aujourd'hui et qui sont connues des différents acteurs de la gestion et qu'il y a encore 150 au moins ou 200 entreprises non cotées qui ont déjà été créées, qui vont arriver sur les marchés dans les années qui viennent. D'ailleurs, j'ai deux exemples là. Alors, Sense, parce que c'est un exemple dont je parle depuis longtemps, mais qui est vraiment une illustration excellente de ce que l'on fait. En fait, Sense, c'est le cloud pour les lavomatiques. Et effectivement, quand on dit ça, on se dit, mais les lavomatiques, on est quand même très, très loin de la tech. Et pour autant, si je branche mon lave-linge sur le cloud, eh ben, ça permet à l'opérateur de savoir où est-ce qu'il en est de ses maintenances prédictives, où est-ce qu'il en est de ses consommables, de fournir une app à ses clients, de fournir un moyen de paiement à ses clients à travers cette app. Donc, on n'est plus dans les piécettes qu'on met dans la fente. Ça permet aux clients de retenir un lave-linge, de voir sur l'app où est-ce qu'il en est du cycle de lavage. Ça permet d'alimenter la comptabilité de l'opérateur du lavomatique. Et donc, on voit que simplement en branchant un lave-linge sur le cloud, on automatise, on digitalise plein de choses qui étaient physiques avant. Et en fait, ce business model que je viens de vous décrire, il est réplicable sur plein d'industries. En fait, Doctolib, que vous devez tous connaître en France, c'est le Sense des praticiens de santé. D'accord ? C'est-à-dire que ça automatise les prises de rendez-vous, ça automatise la comptabilité du praticien de santé, les contacts avec les caisses d'assurance maladie. Et je vous donne un autre exemple ici, qui est PushPay, qui est assez amusant. C'est une entreprise néo-zélandaise, mais dont le marché, ce sont les méga churches aux États-Unis. En fait, ça automatise la quête. Ça permet en fait aux fidèles de payer directement à travers une app. Ça permet d'automatiser les campagnes marketing des méga churches. Ça permet d'automatiser leur comptabilité. Ça permet de pousser les fidèles à avoir une quête par abonnement, c'est-à-dire de donner toutes les semaines régulièrement au lieu de sortir un billet au moment de l'office. Donc voilà, en fait, ça c'est un business model assez amusant. Donc mais ça vous montre que ça va très loin. En fait, on n'a rien vu encore du déploiement du cloud dans le quotidien des entreprises. Sense, c'est une entreprise qui fait plus de 200 millions de dollars de revenus récurrents, c'est-à-dire d'abonnements, avec quelque chose comme 6% des lavomatiques aux États-Unis. D'accord ? Et c'est pas encore arrivé en France et en Europe, etc. Donc, on est au début du déploiement de cette thématique.
Alors justement, on est au début, mais combien ça vaut? Alors, d'abord, les caractéristiques de ces entreprises, j'en ai un petit peu parlé au début, et qui nous permet d'avoir un message en début d'année qui est toujours un peu la même litanie, qui consiste à dire que on aura de la croissance, on aura une profitabilité en hausse, on aura une génération de trésorerie abondante, c'est des entreprises surfinancées, et là, les valorisations sont à des niveaux historiquement bas. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on a cette visibilité? Parce que c'est des business models. On a l'illustration de 2024. 2024, c'est 20% de croissance. C'est quand même des chiffres d'affaires. Là, on parle de notre portefeuille. C'est quand même des chiffres d'affaires qui ont été multipliés par plus de 2 fois en 3 ans. C'est un résultat d'exploitation, enfin un résultat opérationnel qui a cru de 43%. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on a de la croissance, on a une vraie visibilité sur les marges et on a un effet de levier sur les coûts, parce que les coûts, c'est quoi? C'est de la recherche et développement, c'est des commerciaux et c'est des managers. Point barre. D'accord? C'est ça les coûts. Et après, on a des coûts variables qui sont la puissance de calcul qu'on consomme auprès des infrastructures du cloud. Donc, en fait, on a un effet de levier de la croissance sur les coûts qui est très important. Pour faire 43% de croissance du résultat opérationnel, quand on a 20% de croissance du chiffre d'affaires, il suffit d'avoir des coûts qui n'augmentent que de 15% au cours de l'année. La génération de trésorerie, ça c'est la caractéristique passionnante aussi de ce secteur. Vous avez des clients qui vous payent d'avance, parfois jusqu'à 3 ans d'avance. Ça veut dire que en fait, c'est un des rares secteurs dans lequel la croissance génère de la trésorerie. Il faut comprendre que normalement, dans le monde physique, la croissance consomme de la trésorerie parce que vous devez, pour croître de 10%, construire une usine, construire des entrepôts, constituer des stocks, former des gens. Là, non, là, je mets ma fonctionnalité dans le cloud, les clients s'abonnent, me payent d'avance, je génère de la trésorerie. On a 32 entreprises dans le portefeuille, on est dans une gestion qui est assez concentrée parce qu'on a une logique de comprendre les dossiers en profondeur. 32 entreprises qui ont généré 41 milliards de dollars de trésorerie au cours de l'année 2024. Et tout à l'heure, je vous parlais de valorisation qui était très basse. Il y a quand même un signal sur les valorisations, c'est que l'année dernière, ces 32 entreprises ont racheté pour 26 milliards de dollars de leurs propres actions. L'année d'avant, elles avaient racheté que pour 16 milliards de leurs propres actions. Donc, c'est peut-être une espèce de signal de tendance de leur perception de leur valeur. Et ensuite, en termes de qualité bilancielle, on pourrait presque dire que notre fonds est un fonds trésorerie nette. On a 31 entreprises sur les 32 qui est doté d'une trésorerie nette positive. Et si on cumule la trésorerie nette des 32 entreprises du portefeuille, c'est 71 milliards de dollars. Alors, on peut se dire qu'elles n'optimisent pas leur bilan, mais à tous égards, on peut quand même réaliser que le niveau de risque, parce que je sais que quand on est dans le côté, le risque, c'est la volatilité, mais la vérité, c'est que quand on est investisseur dans une entreprise, le risque s'apprécie par la qualité bilancielle de l'entreprise dans laquelle on a mis de l'argent. Là, on a les bilans les plus surfinancés qu'on puisse imaginer dans la tech. Et deuxièmement, dans la qualité du business model. Je vous rappelle, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était une récurrence de 113% en moyenne pour notre portefeuille. On ne peut pas imaginer en fait moins risqué, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu une entreprise en SaaS faire faillite. Une fois qu'elle a trouvé son marché et ses clients, elle ne fait pas faillite. Et ça, c'est une mesure du risque qui est quand même essentielle. Alors, en termes de valorisation, puisque tu posais la question tout à l'heure, Christophe, en fait, on se réfère à un indice qui est peu connu, qui s'appelle le BVP Emerging Cloud Index, mais qui est un indice très intéressant parce qu'il n'y a dedans que des valeurs du cloud et il se trouve que les 3/4 de notre portefeuille est issu de cet indice. Donc, il est assez comparable à ce qu'on fait. Il a plus de longévité puisqu'il existe depuis beaucoup plus longtemps et il se trouve qu'on le bat à peu près de 3 à 4 points en moyenne par an. Donc, c'est représentatif. Et là, sur les 10 dernières années, quand on regarde le système de valorisation de cet indice, on a une première phase à gauche, une dernière phase à droite, et on voit que finalement, on est sur des multiples qui sont à peu près constants. Et puis au milieu, on a un éléphant dans la pièce, c'est la bulle qui s'est constituée à la fin des années 2010, avec une baisse des taux d'intérêt qui s'est amplifiée avec le Covid et qui, en pure terreur financière, a conduit à une explosion des multiples des entreprises de croissance. Et là, comme on est dans des entreprises d'hypercroissance, il faut se souvenir qu'à l'époque du Covid,
toutes les entreprises ayant leurs salariés dispersés aux quatre coins de l'univers ont dû les équiper, donc elles se sont digitalisées à marche forcée. Ça a conduit à des taux de croissance de ces entreprises qui étaient délirants et par conséquent des multiples en pure théorie financière qui ont explosé à l'époque jusqu'à atteindre des niveaux de bulle. Les mêmes causes ayant les mêmes effets, quand les taux d'intérêt remontent en flèche en 2022, eh ben, les multiples explosent. Ceci est important à garder en tête quand on regarde les performances 2022. 2022 n'est pas représentatif de la performance de cette thématique. 2022, c'est le 2008 de la tech. D'accord ? C'est un truc d'une telle magnitude. Mais en 2008, quand le CAC 40 a baissé de 60%, tout le monde ne s'est pas dit « Ah, ben le CAC 40, c'est ça, son drawdown maximum. » Donc 2022 est très particulier. Qu'est-ce que ça nous dit sur aujourd'hui ? Ça nous dit que non seulement les multiples sont revenus dans l'étillage de leur valorisation historique, mais en plus, ils sont plutôt dans une acception basse, et ça, on le verra un peu plus tard, des valorisations. Et néanmoins, quand on regarde en performance sur 10 ans, et moi je trouve ça intéressant parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé ma carrière dans le private equity. Dans le private equity, quand on construit un modèle et qu'on prend un scénario de sortie, on essaie de regarder ça à multiples constants parce que c'est un peu trop facile de faire grossir les multiples pour créer un retour sur investissement. Là, je viens de vous démontrer que sur 10 ans, on était à multiples constants. Et ben, ça a été l'une des thématiques les plus rémunératrices à près de 6 fois à près de 7 fois, pardon, plus 600% quasiment, beaucoup plus rémunérateur que le Nasdaq. Et ça, j'insiste là-dessus parce que depuis 3 ans, on me dit « Ah, mais regarde, il suffit que j'ai un ETF Nasdaq, ça fait mieux que ton truc. » Sur les 10 dernières années, c'est les 3 seules années où le Nasdaq fait mieux. D'accord ? Et il le fait mieux pour les raisons extrêmement évidentes qui sont l'explosion de la bulle qui a été d'autant plus violente pour les entreprises d'hypercroissance, c'est-à-dire celle du cloud. Et pour la deuxième raison, c'est celle de la focalisation des investissements tech dans tout ce qui était le hardware d'IA générative et au premier chef duquel NVIDIA. Alors, une fois que je vous ai dit ça, vous me dites, bon, 10 dernières années, c'est super. Qu'est-ce qui se passe sur les 10 prochaines ? Nous, notre théorie, c'est que ça va être aussi sur les 10 prochaines années l'une des meilleures thématiques pour la simple raison que la pénétration est encore minimale. Alors, si on regarde notre portefeuille, son comportement sur les 3 dernières années. Donc, on oublie 2022, ça a été une purge sur lesquelles on n'avait aucune prise. À partir de 2023, ça devient intéressant parce que tout d'un coup, la microéconomie, c'est-à-dire les fondamentaux, ce sur quoi nous, on a une prise, on a une compréhension, commence à faire la différence. Et ça, on fait en 2023 45% de performance et on fait 10 points de mieux que le BVP Emerging Cloud Index. Ça montre bien que c'est les entreprises les plus performantes en termes de croissance de résultats qui ont apporté ce delta, ce qui s'appelle d'ailleurs l'alpha, de performance de 10 points. 2024, c'est pas passé comme on le pensait. 2024, notre thèse, c'est l'IA générative va se diffuser par le logiciel et en fait, l'instant hardware du logiciel conduit à une telle brillance de NVIDIA et de ses semblables que les portefeuilles sont vidés de leur allocation logicielle au seul profit d'une allocation en semi-conducteurs dans ce qui est à l'époque perçu comme la thématique IA. Et donc, le logiciel, malgré des résultats très honorables au cours de l'année, je vous rappelle qu'en 2024, c'était 20% de croissance à peu près régulier pendant l'année, n'a pas pu briller par rapport aux 160% de croissance de chiffre d'affaires de NVIDIA, si bien que les portefeuilles se sont vidés progressivement. Il y a eu un sous-positionnement dans le logiciel. Et à mi-année, on a alerté les marchés en disant ça n'est pas tenable. Et effectivement, NVIDIA avait fait 173% de performance du 1er janvier au 18 juin 2024. Et du 18 juin à la fin de l'année, NVIDIA a fait moins 1% de performance. Dans la même période, le logiciel a fait tout le rebond qui fait qu'on a fini avec une performance de 16%. Est-ce qu'on est satisfait de cette performance ? La réponse est non. Nous, on avait dit en début d'année, on doit faire plus de 20% de performance. Il faut comprendre que les 16%, c'est pas très loin de 20%, mais c'est fait avec une appréciation du dollar qui a donné à peu près 8 points. Donc, ça veut dire que en réalité, en monnaie constante, la performance n'est que de 8% pour 20% de croissance de chiffre d'affaires et 43% de croissance d'EBIT. Donc, en fait, on a eu un de-rating. 2025,
on pense que c'est notre année parce que pour le coup, toutes les entreprises du logiciel ont sorti leurs fonctionnalités en IA générative. Vous voyez, autant en 2024, elles travaillaient encore sur la fabrication des produits d'IA générative. À la fin de l'année, elles les sortent et on voit que grâce aux précurseurs comme ServiceNow ou GitLab, l'accueil du marché est extrêmement favorable pour les fonctionnalités d'IA générative pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, c'est que ça permet de capturer directement les gains de productivité. Et donc là, on a un cycle produit qui est favorable. On doit avoir une réaccélération de la croissance, ce qui doit conduire à une expansion multiple. J'avais dit en début d'année que moi, j'attendais 30% de performance du fonds cette année. Donc, ce qui s'est passé en début d'année, ça n'est pas la thématique, parce que la croissance est toujours au rendez-vous. Là, on commence à collecter les chiffres du T1. On a encore trop peu d'entreprises pour avoir quelque chose qui est représentatif, mais aussi bien SAP que ServiceNow, que Planisware qui a annoncé hier, disent business as usual, on est là où on devrait être, là où on avait annoncé qu'on serait. Donc les chiffres sont plutôt bons, on commence à avoir un rebond, mais il faut savoir que cette baisse drastique n'est que le fait de M. Trump et de ses décisions erratiques, et pas le cas, et pas dû à la situation de la thématique. Maintenant, effectivement, la question que se pose le marché, c'est les États-Unis et donc le monde iront-ils en récession? Ça, pour l'instant, j'ai pas de réponse et je ne suis pas là pour trancher sur la réponse. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que on est dans une thématique qui apporte des gains de productivité aux entreprises. Donc, s'il y a une récession, on a une part de vente arrière qui permet à nos entreprises d'accélérer à certains égards leur adoption auprès d'entreprises qui ont besoin justement de faire des économies. Et d'ailleurs, c'est symptomatique, on a regardé comment se comportaient les entreprises du cloud dans la grande crise de 2008-2009. Et en 2008-2009, la croissance avait certes ralenti d'à peu près 8 points, mais elle était restée au-dessus de 10%, dans une grande récession telle qu'on n'en avait pas vu depuis notre naissance. D'accord ? Donc, ça veut dire croissance positive des résultats. S'il y a une récession demain, ça sera l'un des seuls secteurs qui affichera une croissance positive. Je voudrais juste souligner que quand on a des chocs aussi brutaux que celui qu'on connaît depuis le début de l'année, c'est aussi au moment où des opportunités émergent. Quand on était au plus bas il y a une dizaine de jours, on n'avait jamais vu les multiples de valorisation qu'on voit à l'heure actuelle. D'accord ? C'est encore vrai aujourd'hui. Depuis que j'ai lancé cette thématique et depuis qu'on l'observe, on n'a jamais vu ces multiples de valorisation. Et d'ailleurs, si on va au slide suivant. Si tu me permets, avant d'aller sur ce slide-là, je revenir sur cet élément de performance dont tu parles et ce choc de marché, parce que il y a un biais cognitif qui permet de dire non mais les chocs ça arrive régulièrement. Hein. C'est pas vrai. C'est-à-dire que des chocs de cette nature-là, il en arrive assez peu souvent. C'est-à-dire qu'une baisse du marché aux US de l'ordre d'une vingtaine de pourcents comme ça spot en une durée de temps très limitée, ça arrive de façon très peu usuelle. L'autre point qui est important aussi pour nous, c'est que, et c'est un élément qui est important par rapport aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que le fonds qui avait été lancé par Louis il y a maintenant 3 ans était un fonds dans lequel à l'intérieur, il n'y avait que des investisseurs institutionnels qui avaient une vraie vision de la thématique et qui avaient acheté le fonds pour la thématique existante avec 2-3 éléments essentiels. Un, vous l'avez compris, c'est un fonds qui est difficilement ETF-isable. Alors, le mot n'est pas bien choisi, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ça nécessite effectivement un savoir-faire et le stock picking dont parlait Louis tout à l'heure pour faire des différentiels de performance, il est absolument là. Et ce qu'on a vu, alors nous, chez Sony, on travaille historiquement avec un énorme panel d'univers de conseillers en gestion de patrimoine indépendant. Ce qu'on a vu là et la réaction des institutionnels en termes d'investissement par rapport à ce choc de marché, c'est un élément qu'il faut prendre en considération et qu'il faut que vous ayez en tête. On a 2 des plus gros institutionnels qui sont à l'intérieur du fonds, qui sont re-rentrés. Alors, on a le droit d'avoir de la chance, ils sont rentrés entre guillemets au meilleur moment, la veille où l'indice Nasdaq a rebondi de 10%, mais globalement, on s'en moque. Mais l'idée, c'est qu'à partir du moment où la thématique, elle a du sens et que c'est une thématique de long terme, ce qu'on vient de vous expliquer depuis tout à l'heure, quand il y a un choc de marché de cette nature-là, c'est évidemment un élément ultra structurant pour constituer quelque chose. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est le point bas, c'est pas ça qu'on est en train de vous dire, ça veut dire juste qu'à un moment donné, la valeur de ce qu'on a à l'intérieur du portefeuille, et c'est le slide d'après que Louis va vous expliquer très bien, c'est que la valeur de ce qu'on a en portefeuille est à des niveaux qu'on n'avait pas vus par le passé, et la valorisation, quoi qu'on en dise, ça doit rester d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, un repère quand on achète des actions.
Voilà. Alors, c'est peut-être pas le meilleur repère, mais en tout état de cause, c'est un repère qui est un repère réel, sur lequel, en plus, on a du recul, le recul des années passées, et surtout la visibilité du business model qu'on explique depuis tout à l'heure. Et la force de cette thématique, c'est ça. C'est la lisibilité du business model qu'on va avoir et la projection sur les cash flows futurs. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement puissant quand on parle de marché d'actions. Oui, je voudrais rajouter un élément sur ce que tu viens de dire, c'est que nous, on est dans une logique d'investisseur. Et ce que je veux dire par là, c'est que, et ça c'est mon ADN du private equity, on est dans une logique de buy and hold. En gros, moi j'ai toujours compris une chose, c'est qu'il était plus facile de garder un bon business que d'en trouver un nouveau. D'accord? Et évidemment, avec la bourse, il y a la tentation de collectionner ou la tentation de sauter d'un endroit à l'autre. Et en fait, nous, ce qu'on fait avec l'équipe, c'est vraiment de se concentrer pour comprendre les fondamentaux des entreprises et essayer d'investir dans le meilleur de sa classe, dans une entreprise qu'on aimerait conceptuellement détenir toute notre vie. C'est vraiment ça notre logique d'investissement. Donc, on est un portefeuille, on a 33 valeurs, on en change 6-7 par an. Et si on en change 6-7, c'est que malgré tout, le marché offre des points d'entrée et des points de sortie qu'il ne faut pas les ignorer. Ou que parfois on se trompe dans notre thèse d'investissement ou que l'exécution est pas satisfaisante. Mais sinon, conceptuellement, on cherche cette qualité-là, d'accord? Et donc, nous, comme disait Christophe, on ne sait pas dire quel est le point bas de marché, mais toute notre concentration est sur juger de la chose et de son prix, la qualité de la chose et de son prix. Et je peux vous affirmer que la qualité de la chose est au top et que le prix est plus bas que je ne l'ai jamais vu. Moi, c'est tout ce que je sais dire. Et je le dis de là où je me tiens, pas seulement de gérant, mais d'investisseur. C'est moi qui ai décidé ce fonds avec mes propres deniers et ce fonds représente soit 25% de mes actifs financiers personnels. Donc, j'ai une vraie conviction sur cette idée et j'ai remis de l'argent récemment. Là, ce que je vais commenter, c'est des outils que j'ai utilisés moi-même pour remettre de l'argent récemment dans le fonds en me disant j'ai peur comme tout le monde, d'accord, quand les marchés baissent. Je me rappelle de la phrase de Warren Buffett qui dit il faut avoir peur quand tout le monde est avide et devenir avide quand tout le monde a peur. Et j'essaye de me raccrocher justement à des choses tangibles qui sont les fondamentaux, la qualité de la chose et son prix. Voilà. Donc, pour parler de la qualité de la chose, je vous l'ai décrite. Pour parler de son prix, j'ai voulu prendre, alors c'est notre portefeuille d'aujourd'hui, on a été regarder à quoi ressemblait-il en termes de valorisation dans le temps par le passé. Et on a été se caler sur fin 2018, parce que fin 2018, c'était avant la constitution de la bulle, et c'était en plus une sorte de point bas, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une sorte de crash, le marché a paumé 20% fin 2018. Et donc, les entreprises que nous détenons dans le portefeuille aujourd'hui valaient 11,7 fois les ventes. Puis, on est arrivé en 2021. Là, on a eu la constitution de la bulle. Le 16 novembre, on était au top, 36,8 fois. OK, c'est du n'importe quoi. Éclatement de la bulle, les excès conduisent à des excès inverses. Et donc là, on tombe à 9,1 fois fin 2022. D'accord ? À l'époque, tout se casse la figure de 50%. On est où aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 8% en dessous en termes de multiples de valorisation, 8% en dessous du niveau incroyablement bas qu'on avait atteint fin 2022. Déjà, ça me met la puce à l'oreille en me disant, et ça, ce type de multiple, pour cette thématique, je ne l'ai jamais vu. À droite, on vous a mis les multiples de résultats opérationnels. Alors, en fait, historiquement, on ne juge pas cette thématique par les résultats opérationnels parce que on a énormément d'entreprises dans cette thématique et on en avait à peu près 25% en portefeuille d'entreprises qui sont en perte. Et quand je dis qu'elles sont en perte, elles sont structurellement bénéficiaires, mais les entreprises en perte sont celles qui ont choisi d'avoir une croissance extrêmement forte. Et comment fait-on quand on a un très bon produit et qu'on veut avoir une croissance extrêmement forte ? On aligne les commerciaux. Donc, on accepte d'avoir des pertes le temps d'aller à la conquête de son marché. Avec la crise de 2022, tout le monde s'est un peu calmé sur la croissance. On a baissé les profils de croissance. Quasiment toutes les entreprises sont devenues profitables. Mais on est encore sur des étiages de profitabilité qui sont très loin de la maturité. Il faut comprendre que dans le secteur dans lequel je travaille depuis plus de 20 ans, la maturité, la marge à maturité, marge opérationnelle, c'est plus de 30%. C'est très riche. D'accord ?
Aujourd'hui, notre portefeuille, il est à 22,8%. Donc, il est en phase de maturation, mais il a encore de la place. Donc, si je reviens sur mes multiples, ça, c'est un premier élément pour les juger. Le deuxième, c'est qu'on entend tous parler de multiples opérationnels, mais la vérité que la mission d'une entreprise, c'est pas de créer des résultats. La mission d'une entreprise, c'est de créer du cash. Si elle ne transforme pas ses résultats en cash, à ce moment-là, ça n'a aucun intérêt. Et ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est dans un rare secteur dans lequel, en réalité, la marge de cash est égale, si ce n'est un peu supérieure à la marge opérationnelle. Tout ça parce que les clients payent d'avance. Je vais vous donner une analogie dans l'économie traditionnelle. Je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Stellantis faisait 10 milliards de résultats opérationnels, mais 4 milliards de marge de free cash flow. D'accord ? Ce qu'il y a entre les 10 milliards et les 4 milliards, c'est il faut que j'entretienne mes machines, il faut que je construise une nouvelle usine, que j'assemble, je constitue des stocks, etc. Ben, nous, si on fait 10 milliards de résultats opérationnels, on fait plutôt 11 ou 12 milliards de résultats de free cash flow. Tout ça pour vous donner une autre illustration, parce qu'on parlait du Nasdaq tout à l'heure qui était tellement formidable. Dans le Nasdaq 100, il n'y a pas que de la tech. Il y a une entreprise comme Costco qui fait de la distribution. Costco, ça vaut 50 fois son free cash flow qui croît à 3%. D'accord ? Et ça vous donne une appréciation. En fait, il faut apprécier un multiple par sa croissance. Et ce qu'on fait dans le dernier tableau, moi, c'est le tableau que j'utilise le jour où je remets de l'argent, c'est de dire, OK, j'ai un multiple de marge opérationnelle qui me paraît élevé, mais si je le compare à sa croissance, qu'on appelle le price earning to growth, et ben à ce moment-là, j'ai des niveaux tels qu'on n'en voit jamais pour ce type d'entreprise. On est autour de une fois. Il faut savoir que pour des entreprises qui ont une récurrence de 113% des ventes, des bilans ultra financés, on devrait être à 2 fois, voire 2 fois et demi. Donc, on est extrêmement décoté. Et ça, le dernier élément, justement, pour vous montrer à quel point il y a quelque chose d'inéluctable, en fait, on a pris le chiffre d'affaires indicé trimestriel des entreprises du portefeuille. D'accord ? Au premier trimestre 2022, c'était 100. Au deuxième trimestre, c'était 109. Au troisième trimestre, c'était 117. Donc là, vous avez 11 trimestres indicés base 100 sur le premier trimestre 2022. La première chose que vous pouvez noter, c'est qu'il n'y a pas un trimestre qui est inférieur au trimestre précédent. C'est totalement inéluctable, ce chemin de croissance. D'accord ? Le deuxième que vous pouvez constater, c'est qu'on a une croissance qui est inéluctable. Ça veut dire que si je continuais à faire des barres bleues, elles seraient de plus en plus haut dans l'avenir. Le deuxième, c'est l'effet de levier de la croissance sur les coûts. Ça veut dire que là où on a presque multiplié le chiffre d'affaires par 2 en 11 trimestres, c'est-à-dire un peu moins de 3 ans, on a multiplié le résultat opérationnel par 6 fois, presque 6 fois sur la même période. Ça, c'est la puissance de ces business models. Et j'arrive à la conclusion. En fait, le problème de la tech dans les portefeuilles en France, c'est qu'on sait que la gestion, de manière assez spontanée, elle est d'abord géographique. On connaît bien la France, on investit en France, on s'intéresse à l'Europe, on élargit. Et la tech, c'est un truc un peu d'américain. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien, dont on se dit c'est très complexe et qu'on va mettre à la rigueur de manière tactique dans des portefeuilles pour épicer un peu la performance. Nous, notre thèse, c'est en fait, quand j'ai fondé Pléiade, on ne faisait pas de la tech, on faisait des actions européennes. Et puis progressivement, on s'est orienté vers la tech parce que la tech est inéluctable. En fait, pour comprendre les process économiques, il faut comprendre la tech. On est obligé. Et donc, moi, j'ai le sentiment que la tech est inéluctable dans les portefeuilles. Ça doit être du fonds de portefeuille, évidemment, ajusté à sa volatilité et à la volatilité qu'un porteur peut subir. Mais on ne peut pas passer à côté de la tech dans un portefeuille. Et donc, on a voulu apporter une thématique qui est ultra lisible. Ça n'est plus de la magie. En fait, c'est quelque chose que vous voyez dans votre quotidien, tous ces logiciels. Vous en utilisez de plus en plus, vous les voyez de plus en plus dans votre vie. Donc, c'est une thématique qui est lisible. La deuxième chose, c'est que on est tous là à se triturer le cerveau sur où va la macroéconomie. Eh ben, nous, on a choisi une thématique qui est largement immunisée des cycles économiques parce que elle est justement sur une mutation inéluctable. Les entreprises doivent passer du point A au point B, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve. D'accord ? Et en plus de ça, c'est une thématique qui s'assied sur les gains de productivité. Qui peut se permettre de ne pas capter les gains de productivité à venir grâce au logiciel et grâce à l'IA générative ?
Ensuite, c'est une thématique qui est transverse et multisectorielle. J'aurais pu vous parler de santé avec Viva, je vous ai parlé de construction avec Procore, je vous ai parlé de consommation avec Sense, je vous ai parlé de spirituel même avec PushPay. Je pourrais vous parler de tous les secteurs, je vous ai parlé aussi de santé avec Doctolib. Je pourrais vous parler de tous les secteurs à travers les entreprises du cloud qui les adressent. Vous avez compris, nous, on aime la qualité, c'est notre genre de beauté, c'est les boîtes les plus qualitatives, les leaders sur leur secteur, et ça, on limite le risque. Et puis, on a un vrai facteur d'accélération qui va arriver en plus. Nous, on pense à partir de cette année, qui est l'IA générative. Et enfin, en fait, on arrive aujourd'hui là à vous présenter ce fonds à un moment où il connaît un prix qui est historiquement bas. C'est bien, non? En fait, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Non, mais enfin, maintenant, ça fait longtemps qu'on travaille sur cette thématique-là. Évidemment, on va conclure. On a été plus long qu'on avait prévu, mais la thématique, elle est passionnante. L'autre point qui me semble aussi extrêmement important, c'est à destination des clients particuliers. C'est-à-dire que cette thématique, elle parle. J'étais encore à un déjeuner ce midi avec un panel de clients particuliers. Le cloud, aujourd'hui, tout le monde sait de quoi on parle. C'est-à-dire que c'est un univers qui est devenu totalement un univers de tous les jours. Et le côté que tu évoquais à l'instant, le côté inéluctable de la thématique, même si thématique, j'aime pas tellement ce mot-là parce que, comme tu l'as très bien dit aussi tout à l'heure, c'est une thématique qui est tellement multimétier. Et donc, elle est pas thématique au sens propre du terme, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce côté inéluctable, tout le monde l'a bien compris. La croissance des chiffres d'affaires qu'on a vu tout à l'heure n'étonne même personne. On se rend bien compte que oui, évidemment, les chiffres d'affaires ne vont faire que croître parce que les besoins vont être de plus en plus importants. Et le point, au-delà du côté inéluctable, c'est que c'est surtout irréversible. Et ça, c'est une question qu'on s'est souvent posée. On a eu souvent l'occasion de se taquiner là-dessus, Louis et moi, mais on a essayé de chercher, mais on ne peut pas revenir en arrière. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement structurant, qui permet de faire plein de choses et d'avoir cette visibilité-là. Et évidemment, dans un investissement action a fortiori, ce qu'on se dit là, je suis assez persuadé de dire que dans les 12, 24, 36 prochains mois, on va continuer de dire la même chose parce que la thématique, elle va s'installer dans le temps, elle va s'écrire dans le temps. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement rassurant pour nous, qui est extrêmement rassurant évidemment pour les clients. Alors certes, on peut y avoir de la volatilité, mais à partir du moment où on n'est pas encore rentré à l'intérieur de cette séquence, de commencer à y mettre un doigt, de rentrer en versement programmé ou de choses comme ça, je pense que c'est une très bonne manière de pouvoir adresser la thématique et surtout de pouvoir raconter une histoire. Et ça, c'est l'autre élément qui est extrêmement passionnant. L'histoire, elle se raconte parce que surtout, c'est une histoire tangible et qu'elle est en route et en route pour de vrai. Voilà, c'est pas des incantations. On n'est pas en train de dire peut-être que demain ça va faire ça. Non, on est dedans là. C'est la réalité de notre quotidien à tous. Tu parlais de DocuSign tout à l'heure, mais il y a 1000 autres cas où on est dans notre quotidien. Et donc ça, c'est un autre élément qui est rassurant. Ça veut dire que la thématique ne va pas s'évaporer. On ne va pas dire demain, non, il y a une rupture technologique, c'est fini, il n'y a plus de logiciel. Je suis assez persuadé que ça ne va pas se passer comme ça. Voilà. Donc, on pourrait en parler des heures. C'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant. Donc, écoutez, merci à tous d'avoir été avec nous. Évidemment, j'ai déjà eu la question, mais vous allez recevoir à la fois le replay et la présentation. Donc, merci à tous pour votre participation. Louis, merci pour tous tes éclairages formidables. Et on vous dit tous à très bientôt. À bientôt.